Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois ma première invitée, Geneviève Ling, qui vient nous parler du baluchon Alzheimer. On aura plus tard à l'émission Steve Geoffrion qui va venir nous parler pour sa part de violence en milieu de travail. À l'Espresso, il sera question d'Alzheimer, Parkinson et vitamine E. Et à l'Espresso allongé, la renaissance des neurones. Alors, c'est le programme de Folie douce pour la prochaine heure. On commence d'abord en chanson avec Claude Dubois et voir plus loin. Bienvenue à Folie douce. Mais c'est nous qui passons. Entendre que tout s'efface, peut-être sans raison. On a mis sur nos plaques d'immatriculation. Je me souviens. C'est nous qui passons. Entendre que tout s'efface, peut-être sans raison. On a mis sur nos plaques d'immatriculation. Je me souviens. Viens, 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 viens de rien. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. J'accueille maintenant mon invitée qui est Mme Geneviève Ling. Bonjour, Mme Ling. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes directrice des services cliniques à la ressource Le Baluchon Alzheimer. On voudrait en savoir plus justement sur l'organisme. Comment on pourrait définir en fait cet organisme-là? On en a entendu parler quand même à plusieurs reprises, mais qu'est-ce que ça fait exactement cet organisme? Oui, en fait, Baluchon Alzheimer est une ressource qui s'adresse aux proches aidants.
donc des aidants qui accompagnent des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles dégénératifs cognitifs apparentés à la maladie d'Alzheimer. En quelque sorte, en fait, on offre un répit ou un accompagnement pour ces personnes-là qui vivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des personnes avec des besoins particuliers. Et la fondation de cet organisme-là date de quand? On va justement fêter le 15e anniversaire de Baluchon cette année avec des activités à venir pour souligner l'avènement de Baluchon qui a commencé tout petit, là, il y a déjà 15 ans, et qui a été fondé par Mme Marie Gendron, qui avait l'idée de pouvoir aider les proches aidants, sachant ce que ça représentait comme tâche aussi, comme implication de l'individu. Madame Ling, si on fait un portrait un peu de la situation au niveau de l'Alzheimer, on semble dire que c'est une... bon, évidemment, le vieillissement de la population joue sûrement dans cette évolution-là, mais on semble dire que c'est une maladie qui prend beaucoup de place, de plus en plus de place. Donc, quelle est la situation de l'Alzheimer à ce moment-ci? En fait, l'Alzheimer, on en entend parler effectivement beaucoup ces temps-ci, puis on voit une recrudescence des diagnostics de cette maladie-là, en partie à cause du vieillissement de la population, et plusieurs hypothèses sont mises sur table pour expliquer l'avènement en plus grand nombre. On parle même dans certains cas avec la vague blanche, c'est-à-dire les baby-boomers qui arrivent à la retraite, qui sont vraiment dans l'âge ciblé où on retrouve le plus de maladies de diagnostic d'Alzheimer. Alors, les hypothèses sont multiples, mais c'est sûr que l'âge moyen de la population y est pour un grand facteur. Oui. Et l'Alzheimer, donc on parlait tout à l'heure que votre organisme Baluchon Alzheimer, donc ça donne un répit pour les aidants. Comment ça se présente? Comment vous pourriez nous expliquer un petit peu le fonctionnement, en fait, quand justement il y a un répit qui est à donner aux gens? Oui. En fait, peut-être remettre en contexte, c'est quand une personne vit, par exemple, avec son conjoint depuis 40 ans de mariage fantastique et excellent, et tout d'un coup, ce conjoint-là montre des signes de perte de mémoire, de difficultés cognitives, de jugement, de langage, d'attention, tellement particulier qu'il a une évaluation médicale. Puis on lui dit, vous savez, maintenant, monsieur vient de subir, en fait, la maladie d'Alzheimer. Les symptômes apparaissent tranquillement et tout. Alors, on ne pense pas tout de suite à un hébergement ou à une hospitalisation. Les symptômes ne sont pas dramatiques. Alors, la personne va décider de rester avec son proche pour tout d'un coup se rendre compte que c'est à toute heure du jour, à tout jour de la semaine et pendant toute l'année, justement, c'est une demande d'accompagnement qui grandit dans son implication, dans ses obligations aussi. Donc, la personne qu'on appelle le proche aidant, parce que c'est pas tout à fait naturel d'être aidant, là, en fait. Donc, on prend le terme de proche aidant. Ce proche aidant-là se retrouve dans les années qui suivent le diagnostic submergé par les obligations de temps, de rendez-vous, de suivi aussi auprès de la personne qu'il aime ou qui l'accompagne. Donc, c'est des personnes, à un moment donné, qui ont besoin de soutien, de répit pour pouvoir continuer. Ils font affaire avec le réseau de la santé par des intervenants sociaux, les infirmières, les médecins et tout. Mais nous, ce qu'on offre, c'est un répit de 4 à 14 jours, 24 heures sur 24, qui va leur permettre d'aller prendre l'air un peu ou d'aller à un événement particulier, de voir leurs petits-enfants ou le reste de la famille. Ils vont bénéficier également d'un ce qu'on appelle un journal d'accompagnement qui va leur donner des stratégies pour savoir faire face aux nouveautés, aux changements du comportement de leurs proches. Et ça c'est mal connu, hein, en fait, cette problématique-là. Les gens qui la vivent, probablement qu'apprennent un peu sur le tas les différents comportements justement de la personne proche, mais c'est peu connu de la population, un peu les symptômes puis ce que la personne peut demander comme aide. Tout à fait. Et surtout, ce que ça implique, c'est qu'on voit souvent dans les émissions, dans les films, à la limite, des fois, c'est quasiment romancé. On va voir les pertes de mémoire, on oublie le nom, puis on va penser aux beaux aspects, en fait. Parce que ce sont des personnes, des gens qui sont atteintes de la maladie comme l'Alzheimer, qui sont très proches de leurs émotions, qui sont vraies, qu'on dit, il n'y a plus de jeu, c'est vraiment direct.
Ce qu'on oublie, par contre, c'est qu'avec la maladie d'Alzheimer, parfois va arriver des comportements qui vont les empêcher de dormir toute la nuit, où le comportement va complètement changer. On peut se retrouver avec des gens complètement introvertis qui ne disent plus rien, ou à l'opposé, des gens qui sont d'une labilité affective, là, qui changent d'humeur aussi rapidement que la météo. Puis, à ce moment-là, les aidants ne savent plus trop quoi faire aussi. Ils sont souvent épuisés, puis peuvent devenir en questionnement également entre la culpabilité, la nécessité d'être là aussi, l'obligation, la crainte de placer leurs proches en hébergement ou tout. Alors, tous ces sentiments-là vont influencer aussi leur façon d'être aux aidants. Est-ce qu'il y a une liste qui a été faite pour aider les gens justement à reconnaître les symptômes de l'Alzheimer? J'imagine que quand on se rend compte rapidement de la présence de la maladie, ça doit être plus facile à contrôler d'une certaine façon? À contrôler, non. Probablement pas, mais c'est sûr que les premiers symptômes sont assez génériques, hein, parce que le manque d'attention est un des premiers symptômes de maladie d'Alzheimer. Mais là, entre vous et moi, qui ne manque pas d'attention, peu importe notre âge, c'est beaucoup en lien aussi avec notre niveau de fatigue, de stress et notre rythme de vie habituel. Après ça, la mémoire à très, très court terme sera affecté. Puis, là aussi, on est tous sujets à ça. Le grand dilemme, en fait, c'est d'être capable de faire la différence entre qu'est-ce qui est un comportement dit normal, donc soit dans le vieillissement normal ou bien encore dans un comportement qui résulte de notre style de vie, puis qu'est-ce qui devient la pathologie, qu'est-ce qui devient la maladie. Et c'est pour ça que la première recommandation, c'est d'aller voir son médecin dès que nous avons un doute au sujet de notre comportement cognitif, de notre capacité à mémoriser et à fonctionner. Parce que la réalité est aussi qu'il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres types de dégénérescence cognitive qui vont entraîner certains symptômes semblables, similaires. Parfois le langage, la façon de en premier lieu, et autrement, ça peut être la mémoire ou le jugement aussi qui peut faire une différence. Donc, l'organisme, le service, en fait, le Baluchon Alzheimer, est-ce qu'il s'adresse seulement aux gens je crois que vous êtes situé à Laval? Non, pas du tout. Non? En fait, nous couvrons le Québec. Oui? Nous couvrons plusieurs régions du Québec, de l'Abitibi à Québec, en passant par, justement, Laval, Montréal, la Montérégie. Le bureau maire, le numéro de téléphone, en fait, pour nous rejoindre, il est à Montréal, mais nos baluchonneuses, qui sont nos dames qui accompagnent, couvrent vraiment l'ensemble du Québec. Donc, finalement, le baluchon, c'est quand on parle de répit, est-ce que la personne qui est affectée par la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'elle se trouve à demeurer chez elle ou elle va demeurer ailleurs? Comment ça se passe? Oui, elle reste chez elle. En fait, c'est un des gros avantages qu'on offre. Plutôt que de sortir la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, de la sortir de chez elle et la placer dans un hébergement à courte durée, ce qui souvent peut être déroutant, hein, parce qu'ils perdent leur repère, mais nous offrons la chance à cette personne-là de rester dans son environnement. Les choses qu'elle connaît, là où elle a ses automatismes, là où elle a l'information qu'elle connaît, où tout est familier pour elle, puis on permet à l'aidant de partir, de pouvoir aller l'esprit tranquille, se ressourcer, se reposer aussi pour reprendre des forces, pour pouvoir continuer à offrir ce qu'il veut offrir absolument, c'est-à-dire l'accompagnement personnel chez lui de cette personne-là. Et quel est le principal défi? Parce que quand la personne de chez vous vient pour aider justement la personne atteinte, est-ce qu'il y a une connaissance, est-ce qu'il y a une familiarisation à établir? Est-ce que ça ne doit pas être évident non plus à avoir la confiance, justement? Ah, tout à fait, mais on fait ça très doucement. On n'arrive pas comme un chien dans un jeu de quilles. Il y a d'abord un premier contact par téléphone qui est fait par notre équipe au bureau pour savoir quels sont les intérêts de la personne, à quel niveau de la maladie il est rendu, comment ça se passe dans leur milieu, quelles sont leurs habitudes. Après ça, quand on trouve la bonne baluchonneuse, la bonne personne pour aller accompagner, cette personne-là va aussi entrer en contact téléphonique d'abord avec la famille et dans certains cas, va même aller faire une visite de courtoisie ou une visite de pré-baluchonnage pour aller se présenter. De toute façon, il y a toujours ce qu'on appelle une période de transition qui va de
quelques petites heures à plusieurs heures dans la journée, où notre baluchonneuse peut faire le tour des habitudes de la maison avec le proche aidant. Pour rassurer, parce que vous demandiez quelle est une des difficultés ou des défis, dans le fond, à surmonter, c'est beaucoup d'avoir la confiance de cette personne-là qui est la proche aidante, qui vit toute sa vie avec la personne. Alors, on arrive dans sa maison, dans sa routine, et nos baluchonneuses prennent le temps là, de mettre en confiance le proche aidant. Comment vous voyez l'avenir au niveau de la maladie d'Alzheimer? Est-ce qu'il y a quand même une volonté, en fait, de donner des services? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, je pense que ça va en augmentant avec le vieillissement de la population. Comment ça se présente? Bien, je pense, en fait, vous savez qu'au niveau aussi provincial, il y a différents plans qui sont mis sur pied de discussion pour pouvoir offrir plus officiellement, avec des plus grands budgets, le maintien et le suivi à domicile également. Le vieillissement des individus dans notre société, ainsi que la maladie comme l'Alzheimer, met de l'importance puis met la lumière sur le fait qu'une personne est bien chez elle tout le temps. On n'est pas obligé d'entrer dans le système médical nécessairement tout le monde. Il faut juste donner les ressources. Le sens de communauté va redevenir certainement prioritaire et important. C'est pour ça que Baluchon Alzheimer, qui est un organisme communautaire, partenaire du réseau de la santé, mais à la base un organisme communautaire où nous croyons beaucoup à cette approche-là de petite société, de microcosme, où on est tous là un pour l'autre également. Oui. Madame Ling, c'est fort intéressant. J'aimerais inviter les gens qui veulent en savoir plus parce que, comme vous dites, peu importe partout au Québec, beaucoup de régions qui sont desservies par vos services. Donc, vous avez un site web sur lequel les gens peuvent aller prendre plus d'informations et possiblement vous contacter? Oui, en fait, sur le site web facilement trouvable par n'importe quel réseau de recherche sur baluchonalzheimer.com, vous trouverez toute l'information nécessaire. Ou je peux vous donner également, nous avons 2 numéros de téléphone. Pour ceux de la région de Montréal, en fait, nous avons le 514-762-2667, où nous avons également une ligne sans frais, qui est le 1-855-762-2930. Alors, les gens peuvent nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 5h sans problème et on se fait un point d'honneur de répondre aux questions des gens tout le temps. Ou ils peuvent demander également à leur intervenant psychosocial s'ils sont associés à un CLSC ou à un médecin. C'est fort intéressant. Je vous souhaite de continuer sur cette voie. Je pense que c'est un service qui est fort apprécié. Merci beaucoup, Mme Geneviève Ling, d'avoir été des nôtres aujourd'hui à Folie douce. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. C'est donc Mme Geneviève Ling de l'organisme Le Baluchon Alzheimer. Il y a toute cette agitation, ces jours sans fin, ces tourbillons, ces bruits et ces informations. Il y a l'élan du quotidien, les questions, les chemins incertains, les caprices, les envies de consommation, les soldes d'été, d'hiver, les listes sans fin. Les choses vraies, les sourires qu'on dessine, les gens que l'on sert, les sentiments fragiles. Toutes les choses vraies, les regards qu'on devine, les bras grands ouverts et tout l'amour qui se faufile sans faire exprès. Les choses vraies.
choses vraies, les sourires qu'on dessine, les gens que l'on sert, les sentiments fragiles. Toutes les choses vraies, les regards qu'on devine, les bras grands ouverts et tout l'amour qui se faufile sans faire exprès. Les choses vraies, les choses vraies. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604. Le 514-990-9604. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, Alzheimer, Parkinson et vitamine E. Oui, je vais vous lire quelques passages d'un article que j'ai pris sur Internet. C'est sur le site extenso.org. Oui, je vous parle de la vitamine E qui est en vente libre dans les pharmacies. On a parlé d'Alzheimer tantôt. Alors, selon certaines études, la vitamine E, parce qu'elle agit à titre d'antioxydant, ralentirait la progression de la maladie d'Alzheimer. Cependant, plusieurs données remettent en doute l'efficacité et la sécurité d'une supplémentation en vitamine E. La maladie d'Alzheimer est caractérisée par un ensemble de symptômes. Perte de mémoire, on en a parlé tantôt, diminution des facultés de jugement et de raisonnement, changement d'humeur et de comportement, etc. Elle est la démence la plus connue et la plus répandue parmi les personnes âgées de plus de 65 ans. Chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, les cellules du cerveau rétrécissent ou disparaissent progressivement. Et encore aujourd'hui, personne ne connaît les causes précises de cette maladie incurable, ni comment en arrêter la progression. Juste en passant, c'est quoi les aliments? Je ne suis pas un expert qui contient la vitamine E. Je pense surtout ici de gens qui vont... Plus des suppléments de vitamine E. C'est un ajout, mais des fois, c'est l'alimentation. Parce que souvent, l'alimentation en a pas assez. Fait que dans le fond, d'avoir une dose de vitamine E, je pense que c'est peut-être nécessaire dans ces cas-là. Ouais. Les chercheurs examinent donc divers facteurs qui pourraient être en relation avec la maladie. Ces facteurs que l'on appelle facteurs de risque ne sont pas nécessairement à l'origine d'une maladie. Les chercheurs savent qu'ils jouent un rôle dans le déroulement de la maladie, mais ils ne savent pas encore tout à fait lequel. Voici quelques-uns des facteurs de risque liés avec la maladie d'Alzheimer. Il y a l'âge, évidemment. Le risque de développer la maladie augmente avec l'âge. Les antécédents familiaux, c'est-à-dire que les personnes dont un proche parent est atteint de la maladie sont plus exposées au risque de cette maladie. Il y a aussi le niveau d'éducation, ce qui m'a surpris un peu. Un faible niveau de scolarité, donc moins de 6 ans de scolarité, augmenterait les risques de développer la maladie. Les blessures à la tête avec perte de conscience. Il y a le syndrome de Down aussi, c'est-à-dire le syndrome de trisomie 21. Et l'aluminium, selon les régions, dans l'eau potable. L'activité physique ainsi que les antioxydants, c'est-à-dire la vitamine E dont je vous parle ce matin. La vitamine C aussi et le sélénium font partie des facteurs contribuant à une réduction des risques. La quantité de molécules oxydées au niveau du cerveau serait augmentée chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Parce que la vitamine E est un antioxydant, plusieurs chercheurs ont suggéré qu'elle aiderait à protéger les cellules du cerveau contre d'éventuels dommages menant à l'apparition de la maladie. La vitamine E est un ensemble de 8 molécules différentes qui se retrouvent naturellement dans les aliments. Cependant, dans les études, c'est majoritairement une seule forme de cette vitamine qui est utilisée, soit l'alpha-tocophérol. Cet antioxydant fait l'objet de nombreuses études compte tenu des effets positifs démontrés en laboratoire et sur des animaux. Cependant, seulement 3 études faites chez l'humain se sont intéressées à cette problématique. En 1996, une importante étude avait observé une diminution modeste de la progression de la maladie avec la prise de suppléments de vitamine E. En 2005, une autre étude a toutefois présenté des résultats totalement différents. Cette étude a été menée auprès de 769 Canadiens et Américains âgés entre 55 et 90 ans et présentant un trouble cognitif léger. Et le tiers des participants de l'étude ont reçu des suppléments de vitamine E pendant 3 ans. Et le résultat, il n'y a eu aucune différence rapportée entre la vitesse de progression des troubles cognitifs chez les participants ayant reçu des suppléments et ceux qui n'en avaient pas reçu. En 2009, une étude s'est plutôt penchée sur le rôle préventif de la vitamine E.
les résultats ont été divulgués selon la réponse au supplément. C'est-à-dire que les gens qui recevaient la vitamine E et dont le taux de stress oxydatif diminuait étaient classés dans la catégorie des répondants. Tandis que ceux dont le stress oxydatif ne semblait pas affecté par la vitamine antioxydante étaient dans le groupe des non-répondants. Alors, supplémenter au cas où. Devrait-on le faire ou non? Bien qu'aucune étude n'ait encore scientifiquement prouvé l'efficacité de la vitamine E dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, est-il sécuritaire de prendre un supplément de vitamine E tous les jours? C'est aussi pire parce qu'il y a d'autres maladies, qu'il y a d'autres vitamines qui nous préviendraient comme du cancer, parce qu'on aurait juste comme un gros pot, notre souper et un gros pot de pilules pour nous empêcher. Mais la vitamine E revient souvent dans plusieurs problématiques, j'ai entendu souvent même. Ce qu'on dit dans cet article, c'est que les résultats d'une méta-analyse suggèrent qu'une supplémentation quotidienne de vitamine E augmente les risques de mortalité, peu importe la cause du décès. La supplémentation est particulièrement déconseillée chez les personnes atteintes de diabète ou de maladies du cœur, ainsi que celles faisant usage d'anticoagulants. En conclusion, considérant tous ces résultats, il est fortement recommandé de consulter son médecin avant de prendre ces fameux suppléments. Oui. Et c'est sûr que, comme tu disais aussi au départ, l'Alzheimer est encore peu connu. Beaucoup de recherches sont à faire. Puis c'est ça qui est aussi... on essaie toutes les façons de pouvoir trouver peut-être des solutions. C'est ça, il n'y a pas encore de solution magique. La vitamine E, c'est... Il y a peut-être aussi un fait... Tout à l'heure, tu disais le faible taux de scolarité. C'est peut-être aussi qu'il y a un moins grand travail du cerveau. Oui. Il y en a qui disent de faire des mots croisés. Je peux pas certifier si ça tu veux dire qu'il y a certaines personnes qui exercent moins leur cerveau. Oui, mais je peux pas dire si c'est comme un rempart contre la maladie d'Alzheimer. Il y a beaucoup de choses. Ça a peut-être un effet, c'est ça, pour prévenir, mais c'est encore tellement peu connu que c'est ça. On essaie de s'accrocher à... Je peux pas certifier. Oui, mais en même temps, on va avoir de l'espoir, parce que c'est quand même... c'est pas Jojo. Donc, prudence. Oui, très intéressant sujet. Donc, merci Pierre pour ce sujet. Alzheimer, Parkinson et vitamine E. À venir dans l'émission Folie douce, notre invité est Steve Geoffrion, criminologue, qui nous parle de violence en milieu de travail. À l'Espresso allongé, le sujet est la renaissance des neurones. Vous entendrez de plus les chansons Une chanson pour tout dire de Élie et Papillon et À l'arrière de ma maison de Gaétan Essiambre. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que je reçois mon invité, donc Steve Geoffrion. Bonjour, M. Geoffrion. Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes Merci. criminologue et on va parler d'un sujet important. En fait, c'est la violence en milieu de travail. Vous avez travaillé sur une étude, je pense, en collaboration avec l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Oui, tout à fait. Parle-nous donc un peu de ça. Dans le fond, c'est une étude qui a été menée par l'équipe Visage qui est rattachée au Centre d'études sur le trauma.
Les visages, dans le fond, le nom de l'équipe de recherche veut dire la violence en milieu de travail selon le sexe et le genre des travailleurs. Donc oui, on a mené une étude avec un sondage par Internet entre octobre 2011 et janvier 2012 à peu près. Une étude qui portait auprès de 2889 travailleurs dans des milieux différents pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils vivaient au travail comme violence au travail. Puis par violence au travail, qu'est-ce qu'on voulait dire? C'était autant la violence directe que la violence indirecte. Ce que je veux dire, c'est la violence dirigée vers quelqu'un ou la violence grave comme la violence physique, des menaces verbales, mais des menaces de mort, que la violence plus indirecte, là, des gens qui pouvaient vivre soit de l'intimidation ou du vandalisme ou dans un milieu de travail, il y a un claquage de porte, une porte qui claque, ça nous fait vivre la violence. C'était pas nécessairement dirigé vers nous, mais c'est une forme de violence aussi qu'on a sondée. Ça touche les gens, c'est ça? Ça crée un stress, ça crée une intimidation. Exactement, c'est ce qu'on entend par violence indirecte. C'est pas nécessairement dirigé vers le travailleur, mais dans le climat de l'ambiance de travail, ça mène une certaine forme de violence. Donc, on a sondé un peu les gens dans 7 types de travail différents, 7 métiers, peut-on, différents. Et avec ça, on a pu voir que certains étaient victimes de violences graves, donc de violence physique, de menaces verbales, et d'autres étaient victimes aussi de violences psychologiques, de violences verbales. Est-ce qu'il y a des milieux qui sont plus propices, on veut dire, entre guillemets, à la violence, par exemple, physique? C'est sûr que nous, dans notre sondage, ce qui est ressorti, on voit que les gens qui travaillent dans la santé et les services sociaux, donc les personnels soignants, sont plus à risque, dans le fond, sont plus victimes que les gens qui travaillent dans d'autres milieux. Mais il y a aussi la littérature scientifique internationale démontre qu'ils s'entendent que les infirmières, les gens qui travaillent dans le milieu des santé et services sociaux, c'est les gens les plus victimes de violences au travail. Et par la suite, on a les policiers. Mais les policiers, bien entendu, c'est toute la violence verbale. Ensuite, là, on ne va pas vraiment s'obstiner sur la 3e, 4e place, là, mais les gens qui sont beaucoup victimisés, on a les gens dans le secteur de l'enseignement, les professeurs qui vivent beaucoup d'intimidation de la part des élèves, mais aussi des fois des collègues, et aussi les gens dans les milieux du transport urbain. Fait qu'on pense aux chauffeurs d'autobus ou aux chauffeurs de taxi à Montréal, on en entend parler souvent. Est-ce que les gens étaient un peu, des fois, surpris des questions ou quand vous avez approché ce nombre de personnes-là? Est-ce que, par exemple, tantôt on parlait de violence, de dire claquage de porte, un peu de violence un peu qui est moins évidente, en tout cas à comprendre. Est-ce que les gens étaient un peu surpris? Est-ce que vous aviez des feedbacks de ce genre-là? Pour moi, ça fait 5-6 ans que je travaille sur la violence en milieu de travail. Puis les gens, à chaque fois qu'ils vont remplir le questionnaire, ils réalisent qu'ils sont victimes plus qu'ils s'attendaient, plus qu'ils pensent. Puis la plupart des gens sont assez intéressés et contents de pouvoir participer à de telles études parce que ce qu'on remarque, c'est que la violence est encore un tabou dans les milieux de travail. On n'en parle pas. On n'en a entendu pas beaucoup parler, mettons, de l'harcèlement psychologique de la part de l'employeur, mais de la violence qui vient de la clientèle ou de la violence entre collègues, on en entend peu parler. Oui. Donc, les gens sont contents de participer à des études comme ça, puis ils se rendent compte que finalement, peut-être qu'ils sont isolés avec ça, puis une étude comme ça, ça permet de briser l'isolement, d'en parler, puis de passer à l'action. Puis c'est intéressant parce que nous aussi, dans toutes les études qu'on fait, on fait beaucoup de la différence, visage, je l'ai dit, selon le sexe et le genre. Et on voit que les hommes en milieu de travail, en tout cas ceux qu'on a sondés, sont beaucoup plus victimes d'actes de violence grave et d'actes de violence que les femmes. Mais pourtant, les femmes vont avoir beaucoup plus de conséquences psychologiques suite à un acte de violence que les hommes. Donc, il y a vraiment des différences entre les deux. Puis là, c'est important, des recherches comme celle-là, pour comprendre, après, l'accompagnement de ces travailleurs-là doit être en fonction du sexe et du genre de la personne. Il y a dû déjà avoir plusieurs études sur la violence, mais est-ce que vous avez pu faire peut-être une perspective avec d'autres études et est-ce qu'il y a des conclusions sur lesquelles vous êtes arrivés qui vous donnent peut-être un éclairage différent? Ou... il y a beaucoup d'études qui sont faites dans le milieu hospitalier. Il y a beaucoup d'études, peu d'études sont faites dans les milieux policiers parce que ça reste encore un certain tabou. Un policier, on ne s'attend pas à ce que nos policiers vont se plaindre de la violence qu'ils vivent au travail. Ouais. On va dire, si tu es enrôlé dans la police, tu me semble que tu dois gérer les actes de violence, mais toutes les conséquences psychologiques, ça demeure un tabou. Ouais. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que la littérature parle beaucoup de la violence ou le stress qu'on va vivre, c'est une réponse à un stimuli. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive de l'externe, c'est un événement qui nous arrive, ça nous fait vivre. Mais de plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a une interprétation subjective qui vient à ça. Puis tout dépend du sens qu'on donne au travail. Mm-hmm. Ce qu'il va faire, c'est que peut-être dans un milieu, on va interpréter un acte comme un acte violent, mais si on le prend dans le contexte du travail, on va dire, non, ça fait partie de la problématique de notre clientèle, puis nous, on a une formation, on va pouvoir répondre à ce comportement-là qui serait pas adéquat, mais on lui donnera pas un caractère là, de criminel. Oui. Donc, la part subjective,
du travail bien important là, qu'on se rencontre dans la littérature. On remarque dans les endroits, par exemple, on parlait tout à l'heure de soins de santé, les infirmières, ça, dans les hôpitaux, souvent c'est écrit même en lettres noir sur blanc là, que la clientèle, que le personnel n'acceptera pas aucune marque de violence. On sent qu'il y en a. Est-ce que ce genre d'études-là pourrait aider justement les milieux de travail, soit par des conseils, des façons de procéder, pour justement diminuer la violence? Ben, en fait, de plus en plus, là, il y a des protocoles ou des procédures qui sont faits justement pour accompagner ou pour prévenir la violence qui découlent des recherches qui ont été faites. Pas nécessairement là, celles qu'on fait en ce moment, mais celles qu'on fait en ce moment vont justement contribuer à ça. Puis c'est l'évaluation, mettons, quelqu'un qui a été victime d'un acte de violence au travail, qui a eu un arrêt de travail par rapport à ça, qui a dû s'absenter. Ben là, on apprend comment lui l'accompagner puis faire un retour dans le milieu de travail, puis pas qu'il y ait des séquelles à long terme, puis pour pas affecter sa prestation de service. Donc oui, comme je dis, en fonction du sexe, du genre, du milieu de travail, c'est des études qui nous montrent que dans certains milieux, on va juste penser à est-ce que dans certains milieux hospitaliers, qu'on travaille avec une clientèle, mettons, criminalisée, mais est-ce qu'on a des boutons panique si jamais on pourrait faire appel à des agents d'intervention? Il y a des milieux qui n'ont pas encore, où les recherches vont nous montrer, ben juste de déplacer ton bureau dans le local où tu es pour te donner accès à une porte pour te sauver s'il y a une crise violente, ben c'est les études qui ont démontré ça un peu. Toutes les politiques de tolérance zéro dans des milieux, comme ça, on va sensibiliser nos intervenants, mais je pense que ce que les études démontrent, c'est qu'il faut briser l'isolement, puis la sécurité, la prévention de la violence en milieu de travail, c'est pas juste l'affaire de l'employeur, ça devient l'affaire de tout le monde. Oui. Il faut sensibiliser, il faut démystifier comme exactement, il faut démystifier. Peut-être que ça fait partie du travail, mais c'est pas parce que ça fait partie du travail qu'on doit nécessairement accepter les conséquences psychologiques. Il y a des moyens pour être accompagné avec l'adversité, donc il faut les développer avec la recherche et en collaboration avec les partenaires sur le terrain. Ouais. Est-ce que d'après vous, il y a plus de violence aujourd'hui, ou si on en parle plus, on s'y intéresse plus, est-ce qu'on peut mesurer, disons, l'évolution de la violence, qu'il y en a plus aujourd'hui? Écoutez, c'est sûr que je peux pas vraiment me prononcer là, est-ce qu'il y en a plus ou il y en a moins, mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'étudie plus. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de phénomènes. Dans un milieu qui dit qu'il y en a plus qu'avant, par contre, que ça la littérature nous permet de le dire, c'est dans le milieu de l'enseignement. Les professeurs se plaignent de plus en plus des comportements hostiles, des comportements agressifs des étudiants. Puis on en entend parler de plus en plus. On voit qu'il y a un renversement. Souvent, les professeurs vont peut-être moins mettre leurs limites vite. Ils vont prendre plus de temps avant de vouloir intervenir sur un manque de respect ou un jeune qui sac dans la classe parce que là, il y a tout plein d'autres nouveaux enjeux dans les classes. Donc, ils vont attendre. Puis la littérature le montre que si on met pas un frein rapidement à la violence verbale, ben après ça, un potentiel agresseur va dire si je peux manquer de respect à mon professeur, l'insulter, peut-être que je peux frapper sur mon bureau pour faire passer mon point de vue. Puis là, si ça passe après ça, jusqu'où je peux aller. Donc, exactement. J'aimerais qu'on parle aussi, vous parliez avant d'entrer en ondes, en fait, de la DPJ. Il y a des enjeux importants. J'aimerais ça que vous nous en parliez quelques minutes, si c'est possible. Ben moi, dans le cadre de ma thèse de doctorat en criminologie, dans le fond, qui est liée avec l'équipe Visage, j'étudie c'est quoi les effets de travailler comme un intervenant à la protection de la jeunesse. Vous savez, un intervenant en protection de la jeunesse a deux mandats, le mandat de relation d'aide, mais il y a aussi un contexte d'autorité. Donc, j'aide mon client, mais en même temps, s'il fait pas nécessairement ce que je lui dis, ben j'ai un certain pouvoir de retirer l'enfant du milieu, puis ça peut avoir beaucoup de conséquences. Mais on se rend compte que les intervenants sociaux qui travaillent avec une clientèle de protection de la jeunesse, c'est les gens qui sont le plus souvent victimes d'agressions et c'est les plus affectés par leur travail parce que justement, ils travaillent avec une clientèle enfant. En plus d'être victimes parfois là, d'agressions des parents ou même des jeunes, un petit jeune de 6 ans qui se désorganise, ça peut faire le bacon, mordre, etc. Ouais. Mais ils sont aussi exposés au quotidien à des histoires d'abus sexuels, d'abus physiques, de mauvais traitements psychologiques. Donc, on pourrait dire qu'ils sont doublement, pas victimes primaires, mais c'est des victimes tertiaires. Ouais. C'est les troisièmes victimes souvent de la maltraitance portée vers les enfants. Ils sont aussi imputables de tous les actes professionnels qu'ils vont poser. Donc, c'est sûr que c'est il y avait un auteur qui s'appelait Everett Hughes qui disait « les métiers du sacré », mais c'est un peu un des métiers du sacré. Là. C'est comment aider cette clientèle-là, mais tout en étant en contexte d'autorité,
Travailler auprès des enfants, c'est pas tout le temps facile. Est-ce que ces intervenants-là ont de l'aide? Parce que est-ce qu'ils ont un processus de dire ils peuvent avoir besoin d'aide? Oui, mais les centres jeunesse en tout cas les 16 centres jeunesse du Québec ont tout le monde, tous ces gens-là ont un programme d'aide aux employés que les intervenants peuvent aller consulter. Ils ont chacun un chef, un superviseur clinique qui a le mandat justement de superviser et de conseiller, d'appuyer, de soutenir les intervenants. Mais encore une fois, est-ce que c'est un milieu où ce que les gens, s'ils en parlent ouvertement, qui sont affectés par leur travail, est-ce qu'ils vont avoir un soutien collectif, un soutien positif, ou ils vont se faire regarder comme mais peut-être t'étais pas fait pour faire ce travail-là, et ils vont se faire à leur tour stigmatiser. Ouais. Donc, c'est tous ces enjeux-là. Est-ce que la personne va se sentir libre d'en parler ou non? Est-ce qu'elle va avoir peur que ça va affecter sa réputation d'intervenant? Donc, il y a ces enjeux-là que j'essaie de démystifier. Et dans tous les milieux, c'est quand même un enjeu parce que quelqu'un peut avoir peur de perdre son emploi ou de passer comme étant pas capable de gérer des situations alors que quand il y a de la violence, je veux dire, c'est pas acceptable, là, mais c'est difficile de savoir. Hein. C'est exactement. On va se demander ça va être quoi les impacts aussi, parce que si un intervenant va se plaindre de la violence, par exemple en centre jeunesse, puis là on va dire on va appliquer une politique de tolérance zéro, mais là, est-ce qu'après ça, on va dire qu'à chaque fois qu'un jeune qui a un trouble de comportement, qui a un trouble d'agressivité qui devient explosif, ben là, on tout de suite on réprimande ça, puis on n'accepte plus ça quand ça fait partie de sa problématique, pourquoi il a été placé. Donc les enjeux sont réalisables, mais il faut quand même bien les étudier pour comprendre comment accompagner tous ces gens-là. Oui. J'aimerais ça inviter les auditeurs, Steve Geoffrion, donc s'ils ont besoin de plus d'informations, surtout via l'équipe Visage, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qu'ils pourraient consulter. Ben oui, en effet, le site internet, c'est www.équipevisage.ca. Ouais. Si c'est pas la bonne adresse, vous juste aller sur Google, écrire équipe visage, vous allez trouver immédiatement, C'est ça, parce que c'est vraiment des sujets relatifs donc à la violence, à tout le côté au milieu de travail. Donc, c'est fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine. Bonne continuité. Merci. Au revoir. Pour raconter les folies que fredonnent les rimes de poèmes griffonnés par les mains d'un musicien qui mélange les accords et forme des mélodies. Une chanson pour tout dire, une chanson pour t'écrire, une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Amour, elles errent dans les coulisses. Et puis y en a qui osent dire sans gêne et à voix haute les passions du printemps sous les draps, tandis que d'autres soulagent, inondent les visages, fracassent sur des airs colériques. Une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Pas que chanter, quelques-unes aiment parler, mais celle que je t'écris, j'ai peine à l'achever. Les mots sont égarés, ils traînent dans ma tête, et j'ai pas l'air pour danser. Sur une chanson pour tout dire, une chanson pour t'écrire, une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire.
Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Passons maintenant au bloc Espresso allongé. Alors, Pierre Laporte, toujours avec nous, et Ghislain Malo aussi. Cette fois-ci, le sujet que tu nous présentes, c'est la renaissance des neurones, Pierre. Oui, les neurones sont les cellules qu'on trouve dans le cerveau et dans le système nerveux. Et on sait que les neurones n'ont pas la possibilité de se reproduire. Elles peuvent établir des nouvelles connexions, mais on vient au monde avec un certain nombre de neurones et on ne peut les régénérer. Mais on en a en quantité. On en a beaucoup, mais on en perd beaucoup aussi. Et je vais vous lire un passage d'un article que j'ai trouvé sur Internet, écrit par Mme Agnès Roux. C'est sur le site Futura Science, qui est un portail d'information sur la science et les technologies. On dit qu'on est rendu peut-être à la possibilité de fabriquer de nouvelles neurones, ce qui serait une nouvelle extraordinaire. Grâce à une technologie de la thérapie génique, des chercheurs américains ont pu transformer des cellules qu'on appelle gliales, je vais revenir là-dessus, et les transformer en neurones fonctionnels directement dans le cerveau de souris souffrant de la maladie d'Alzheimer. Mais qu'en sera-t-il chez l'homme? Avec ses 100 milliards de neurones, le cerveau fait circuler les informations nerveuses et coordonne l'activité de tout l'ensemble du corps. Bien que moins connues, les cellules gliales participent également au fonctionnement du système nerveux. Il en existe plusieurs types qui jouent chacun un rôle essentiel pour les neurones. Lorsque le cerveau est blessé ou malade, les neurones touchés finissent par mourir. Mais en revanche, les cellules gliales se mettent à proliférer et défendent les cellules saines contre les attaques extérieures. Ce phénomène a cependant son revers de la médaille. En se multipliant, les cellules gliales envahissent les espaces libres et empêchent la naissance de nouveaux neurones. Une lésion du cerveau, c'est un peu comme un accident de voiture, explique M. Gong Chen, qui est neurologue de l'Université d'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Il continue en disant « Les cellules gliales sont en quelque sorte les ambulances qui viennent au secours des blessés. S'il y en a trop, cela peut créer un embouteillage et empêcher la prise en charge des personnes en danger. » Ainsi, à la suite de lésions cérébrales, la zone blessée est envahie par les cellules gliales, mais contient peu de neurones actifs. Alors, on s'est demandé pourquoi ne pas transformer les cellules gliales en neurones. Est-ce que ça a marché ou pas? Oui, ça a marché. Cette ingénieuse idée permettrait de faire d'une pierre deux coups et de récupérer des tissus nerveux sains. Après plusieurs années de recherche, le Dr Chen et son équipe sont parvenus à réaliser cette prouesse chez la souris. Le résultat, publié dans la revue Cell Stem Cell, ouvre la voie vers le développement d'une thérapie génique pour soigner les lésions cérébrales qui surviennent après un accident ou une maladie neurologique. Les chercheurs se sont particulièrement intéressés à NeuroD1, qui est une protéine qui contrôle le développement des neurones dans l'hippocampe. Ils ont voulu insérer le gène dont je viens de parler, le NeuroD1, dans les cellules gliales afin de les transformer en neurones. Et pour ce faire, ils ont utilisé un rétrovirus particulier qui peut intégrer son matériel génétique dans les cellules gliales sans les détruire. Dans un premier temps, les scientifiques ont injecté ce rétrovirus contenant le gène NeuroD1 dans le cortex cérébral de souris adultes. Leur expérience a été un succès et ils ont observé la transformation de certaines cellules gliales en neurones après seulement une semaine. Les chercheurs ont dit « Nous avons constaté la naissance de deux types de neurones, les inhibiteurs et les excitateurs. » Grâce à des tests d'électrophysiologie, ils ont montré que ces nouveaux neurones étaient capables de recevoir et de transmettre les informations nerveuses dans le cerveau. Et dans un second temps, les auteurs ont utilisé des souris transgéniques atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et cette fois-ci encore, l'injection du gène NeuroD1 a permis de convertir efficacement les cellules gliales en neurones fonctionnels, même chez une souris de 14 mois, qui est un âge à peu près équivalent à 60 ans chez l'homme. Et pour finir, les scientifiques ont testé cette méthode sur des cellules gliales humaines en culture. Après une période de 3 mois, les cellules ont commencé à changer de forme et se sont peu à peu transformées en neurones avec des dendrites et une axone. Mieux encore, comme chez la souris, ces nouveaux neurones se sont montrés capables de fonctionner correctement.
Ces résultats sont très encourageants, concluent les auteurs. Selon eux, cette technologie pourrait être utilisée pour soigner différentes pathologies chez l'homme, comme l'Alzheimer ou le Parkinson. Elle pourrait également servir à réparer des lésions à la suite d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme au niveau de la moelle épinière. Alors, j'ai trouvé cet article extrêmement encourageant parce que non seulement c'est la maladie d'Alzheimer ou le Parkinson, mais finalement, ça peut être n'importe qui pourrait subir un accident de voiture ou un ACV, et il y en a beaucoup. Surtout qu'on pensait qu'on ne pouvait jamais recréer des... Oui. Est-ce que ça va être sur le service public? Tant mieux. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est pas public, ça coûte cher. Mais on est encore on n'est pas rendu là. On est rendu aux vraiment États-Unis, par exemple, recherche. eux qui l'ont pas nécessairement, je ne sais pas si les gens pourraient se le payer. Oui, c'est toujours un enjeu. Dans une société qui n'a pas le même système que nous, là. Mais au moins, la recherche se fait et les progrès se font. Moi, j'ai juste trouvé ça extraordinaire. Je ne sais pas, ils ne marquent pas quand est-ce que ça pourrait être testé sur des humains. Hein? Pas encore, mais on a procédé avec des... Toujours avec les souris. En culture, comme on appelle. Oui, parce que le gros test, ça va être quand ça va être testé sur un humain qui souffre de soit de Parkinson ou d'Alzheimer. C'est certain, moi, j'ai espoir qu'on va y arriver parce que ça va être trop difficile à gérer, toute la population vieillissante. C'est sûr, on est une population qui a... Il va y avoir beaucoup de cas d'Alzheimer. de vieillissement. C'est sûr que la maladie va se merci beaucoup. propager. Beau sujet. À suivre, donc. Merci beaucoup, Pierre. Ça se peut-tu d'être si bleu, maudit que c'est bleu? La mer qui chatouille le ciel devant nous deux. Veux-tu bien me dire comment écrire dans une chanson les beautés qui passent à l'arrière de ma maison? Ça se peut-tu d'être si vert, maudit que c'est vert? Le petit chemin dans la coulée, puis la mousse à terre. Y a pas un sacré mot qui explique de toute façon les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Jamais rien vu de si rouge, jamais rien vu de si jaune. Toutes les petites fleurs qui bougent et flirtent avec les aunes. Jamais rien vu de si blanc, jamais rien vu de si grand. Autant mon étant, de toujours une couleur pour réveiller mon cœur d'enfant. Ça se peut-tu d'être si beau, maudit que c'est beau? Le soleil fait sourire la coque des petits bateaux. Viens faire un tour, viens prendre une bonne dose de frissons. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Jamais rien vu de si rouge, jamais rien vu de si jaune. Toutes les petites fleurs qui bougent et flirtent avec les aunes. Jamais rien vu de si blanc, jamais rien vu de si grand. Autant en étant, on est continuellement ébloui par les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. Pour terminer cette émission de Folie douce, nomenclature des chansons avec notre ami ici, donc Ghislain Malo. Oui, oui. On a écouté en début d'émission « Voir plus loin ». Oui, de Claude Dubois. Oui, on a écouté « Les choses vraies ». Oui, de Émilie Lévesque.
En deuxième demi, on a pu entendre une chanson pour tout dire. Oui, de Élie Papillon. Et à l'instant, à l'arrière de ma maison. Oui, de Gaëtan Essiam. Oui, voilà, le choix musical donc pour cette édition de Folie douce. Merci beaucoup pour ta participation au micro également, Ghislain. Merci Pierre Laporte à la mise en onde. Merci à toi. Et merci également pour tes blocs. Le premier, Espresso, il était question d'Alzheimer, Parkinson et vitamine E. Et à l'Espresso allongé, un peu une suite, d'une certaine façon, la renaissance des neurones, parce qu'on parlait encore du cerveau, puis cet inconnu qui est encore à découvrir. Donc, merci beaucoup pour ces sujets. On a eu notre invité Steve Geoffrion qui nous a parlé de violence en milieu de travail. Donc, il est criminologue. C'est fort intéressant d'entendre ses propos. Et en début d'émission, Geneviève Ling nous a parlé de l'organisme Le Baluchon Alzheimer. Alors, tout ça à l'émission Folie douce. C'est Yvan Bujold à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop